Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les soirs dans 60 minutes pour comprendre sur Média TV. Nous sommes le jeudi 17 septembre et nous sommes en direct comme tous les soirs. Et comme tous les soirs, nous allons essayer de comprendre en compagnie d'observateurs, d'acteurs nationaux et internationaux. Et n'oubliez pas que cette émission est la vôtre. Vous êtes nombreux à avoir réagi à l'émission comme d'habitude, comme tous les soirs. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas à nous alimenter avec vos tweets sur le hashtag 60MPC et sur la page Facebook de Média TV. Nous n'hésiterons pas à les utiliser tout au long de notre discussion. Les experts et observateurs qui ont accepté de venir ce soir sont maître Younes Aniba, avocat au barreau de Casablanca, vice-président de l'association marocaine de protection du consommateur Unicoso. Younes, bonsoir, merci d'être avec nous. Abdel Fattah Bouzouba, vous êtes directeur d'une école privée à Rabat, mais vous êtes également et surtout président de l'Alliance de l'enseignement privé du Maroc et coordinateur des associations de l'enseignement privé, c'est bien ça? Et président d'honneur. Et président d'honneur, très bien. Merci d'avoir corrigé. Monsieur Merzaki Bendaou, directeur de l'enseignement scolaire privé et du préscolaire au ministère de l'Éducation nationale, est également avec nous. Bonsoir et merci messieurs d'être avec nous ce soir. La rentrée scolaire devrait être pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes parents, une joie de voir retourner votre petite tête, vos jolies têtes brunes, vers les bancs de l'école. Sauf que certains d'entre vous, et de plus en plus d'entre vous, vous êtes de plus en plus nombreux, payent cette place sur le banc très très cher, car vous aurez choisi, par choix, par confort ou par dépit, d'inscrire vos enfants dans le privé. Frais d'inscription en hausse, pédagogie à géométrie variable, mission de service public délégué ou business rentable, école privée, procédé abusif avec un point d'interrogation, c'est le titre de l'émission de ce soir. Que ce soit dans le primaire ou le secondaire, de plus en plus d'élèves sont inscrits dans le privé. Entre 1995 et 2010, leur nombre a plus que doublé. La scolarisation privée au niveau primaire a plus que triplé en moins de 15 ans, passant de 4% en 1999 à 14% en 2013. Pour la première fois en 2013, il y avait moins d'élèves inscrits dans l'enseignement public qu'en 2000. Au moment de l'introduction de la Charte nationale pour l'éducation. En augmentation également, les frais de scolarité. Habitués à des hausses de l'ordre de 100 à 150 dirhams par an, les parents d'élèves font désormais face à des augmentations de l'ordre de 400 dirhams. Ces frais augmentent chaque année, une hausse de l'ordre de 5% selon les derniers chiffres du HCP. Une fois les frais de scolarité acquittés, les parents ne sont pas au bout de leur peine et font trop souvent face à des extras. Activités parascolaires, frais de cantine ou de transport alourdissent encore plus l'addition. L'inflation des frais de scolarité est-elle justifiée? En l'absence de contrôle, les établissements se livrent une concurrence acharnée pour attirer toujours plus d'élèves. Leur principal argument? La qualité des enseignants. Ils n'hésitent pas à payer le prix fort pour s'attacher les services les plus renommés d'entre eux. Rémunérés en moyenne entre 10 et 12 000 dirhams par mois, certains d'entre eux touchent jusqu'à 20 000 dirhams mensuels, le triple du salaire d'un instituteur qui débute dans le public. Conséquence, la masse salariale représente près de 70% des dépenses de fonctionnement de ces institutions. En l'absence de contrôle du ministère de l'Éducation sur les salaires des enseignants, jusqu'à quand se poursuivra cette course en avant? Bien, messieurs, je ne voudrais pas vous mettre la pression, mais je vous lis déjà une première réaction Facebook de Nabil qui nous dit « Si vous arrivez à débattre de ce sujet sans langue de bois et sans appréhension, ce sera alors le débat de votre émission par excellence, vraiment. » Donc messieurs, je compte sur vous, qu'aucune écharde ne sorte de vos bouches. Alors avant qu'on parle des procédés des écoles privées, des établissements d'enseignement privés, revenons un peu sur les chiffres qui ont été présentés dans le reportage pour voir un peu l'état des lieux en termes de chiffres, parce qu'on entend des chiffres qui sont quand même assez impressionnants, je les répète. Le nombre d'élèves inscrits dans les écoles privées était de 4% en 2000, aujourd'hui il est de 15%. Vous confirmez ces chiffres-là, il est stable et on a des prospectives qui nous disent qu'en 2038, selon des études, 97% des élèves y seront. Comment vous analysez ces chiffres? Eh bien, ces chiffres ne sont pas faux, ils ne sont pas justes. Je ne crois pas qu'on pourrait atteindre 97% d'ici 30 ans. Ça m'étonnerait fort bien. Pourtant, l'augmentation elle a été quand même assez exponentielle depuis les années 2000. C'est vrai, mais la masse, enfin la population, en mesure de payer les frais de scolarité à des établissements privés n'est pas
extensible à souhait. Voilà, elle est limitée quand même. C'est la classe moyenne. Cette classe moyenne, qu'est-ce qu'elle représente au Maroc? Elle représente environ 15% de la population. Bon, ça, la classe moyenne, c'est un gros morceau en termes de statistiques à définir. Si Mrazaki Ben Daoud, vous êtes du ministère, ces chiffres-là, comment vous les analysez? Parce que c'est vrai que là, je lirai vraiment il y a beaucoup de tweets aujourd'hui, je les lirai, sur la cause de tout ça. Quelle est la cause, finalement, de l'augmentation du nombre d'inscriptions dans l'enseignement privé? D'abord, je voudrais corriger les chiffres qui ont été avancés dans l'introduction, parce que c'est par le monsieur qui a parlé de ces chiffres-là. Il ne s'agit pas de 15%, il s'agit exactement de 9,8%. Aujourd'hui, on a 9,8%. Non, 11,8%, pardon. Oui. Des élèves qui sont scolarisés dans le privé avec une prédominance, nette prédominance du primaire par rapport aux autres cycles. Les autres cycles ne représentent pas grand-chose par rapport au primaire. Ça, ce sont les chiffres officiels du ministère. Oui. Parce qu'il y a des études qui ont été faites avec des prospectives pour le futur. Les études, ils ont été faites sur la base de supputation et puis ils ont extrapolé pour avancer des hypothèses genre nous arriverons à 97, ce qui est inimaginable. N'oubliez pas que nous scolarisons dans le public 7 millions d'élèves et de l'autre côté, dans le privé, nous scolarisons quelque chose comme 785 000 élèves exactement. Ça ne représente pas 15%. Et puis l'évolution, j'ai devant moi le tableau qui retrace un petit peu l'historique de cette évolution. C'est une évolution qui n'a pas ce rythme accéléré comme le laisse entendre l'étude. On est passé. Et puis maintenant, je parle de la situation actuelle. Je peux vous dire que tout à l'heure, j'en parlais à Selfter, que les barrières à l'entrée, les différentes barrières à l'entrée pour l'investissement dans le secteur feront que même ce rythme sera décélère dans les années à venir, je dirais même dans les quelques années à venir. On en restera. Nous, depuis 2000, on avait toujours espéré, comme partout dans le monde, en arriver à 20%. J'expliquerai pourquoi nous espérions les 20% dans le privé, un cinquième. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Nous espérions. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Date d'aujourd'hui, nous en sommes à 11%. Voilà, d'élèves qui sont dans l'enseignement privé avec une prédominance du primaire. Les écoles publiques ferment ou pas? Vous confirmez des fermetures? Alors, je vais vous donner un chiffre aussi. Entre 2008 et 2013, 191 écoles publiques primaires et secondaires à Casablanca, à Rabat ont fermé, c'est vrai? Pas sur Casa et Rabat, mais sur l'ensemble national. Oui, je confirme. Mais là aussi, je pourrais donner des explications. Oui, donc c'est vrai. Vous pouvez nous expliquer. Oui, parce que il y a les études prennent en considération, j'imagine, la fermeture des écoles pour pallier à des fermetures d'écoles publiques. Il doit y avoir des écoles privées. Ça n'a rien à voir. Là où les écoles ferment, on n'ouvre pas d'écoles privées. Sur Rabat, je vous donne l'exemple, et puis je pourrais même parler de Kazan. Les écoles qui ferment, c'est des écoles qui se trouvent dans des quartiers où le taux de natalité, vous le savez tous, depuis l'étude qui a été faite par le HCP quand on l'a livré, etc., nous sommes à quelque chose qui ne dépasse pas 2% deux enfants par femme au Maroc. Et puis, nous avions fait une étude au ministère qui allait jusqu'en 2018 à l'époque et qui montrait que, justement, il va y avoir un fléchissement du flux des enfants dans le primaire et qui, par la suite, constituera une pression sur le collégial et à partir de 2016, 2017, 2018, ça va être le lycée. Les écoles qui ferment sont des écoles primaires et généralement sont dans les quartiers comme Hayriyad, Agdel, etc. Pas dans les quartiers populaires. Nous avons par contre, chaque année, nous construisons quelque chose comme 255 établissements. Chiffre à l'appui, vous pouvez revenir au programme physique des AREF, au programme physique du ministère. Le solde est positif entre les fermetures et les ouvertures? Oui. Le solde est positif. Est positif. C'est ce que vous êtes en train de dire. Bon. Alors, en termes de nombre d'enseignements privés, je vais juste passer sur les chiffres, juste pour qu'on fasse l'état des lieux et que les gens qui nous regardent se rendent compte de l'évolution. Donc là, vous avez bien fait l'état des lieux au niveau du public. En termes d'enseignement, d'établissements d'enseignement privé, est-ce qu'il y a une accélération? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'établissements d'enseignement privé? Effectivement, il y a de plus en plus d'établissements privés.
Seulement, le cahier de charge qui est fait pour permettre aux investisseurs d'opter pour la création d'établissements ou de la construction reste assez flou dans la mesure où il permet l'ouverture, la transformation de locaux en écoles, de locaux existants, une villa qu'on transforme en école, un immeuble qu'on transforme en école. Quelquefois, vous trouvez une école installée dans un appartement de 3 pièces ou 4 pièces. Alors ça, on va y arriver parce que c'est vraiment un point sur lequel j'aimerais aller de manière détaillée. Mais aujourd'hui, clairement, le nombre d'établissements d'enseignement augmente significativement. Il augmente, mais les chiffres, on doit les avoir au ministère. Bon, on doit les avoir au ministère. Sur 3941. Bon, on va passer sur les chiffres parce que en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une augmentation du nombre d'établissements privés. Vous nous dites que le solde est positif en termes de création d'écoles. Maître Hannibal, alors, vous venez ici, vous êtes avocat au barreau de Casablanca, mais vous êtes surtout vice-président de l'association marocaine de protection du consommateur Uniconso. On va se dire, mais quelle est l'utilité de la présence de la protection du consommateur sur un débat sur l'enseignement ? C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, le parent d'élève est devenu plus un consommateur, un client qu'un parent d'élève ? Alors la réponse est oui, mais juste avant, j'aimerais revenir sur un élément très important. Sur les 97% qu'on devrait atteindre d'ici 2008. Donc ce sont des études qui ont été menées, c'est très important. Mais si la dégringolade de la qualité de l'enseignement public continue, on va arriver à ce chiffre. On évitera effectivement d'arriver à ce chiffre si, entre-temps, des mesures sont prises par volonté gouvernementale pour l'éviter. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Donc ça, je voulais faire cette remarque, c'est très important. Pour le consommateur, effectivement, il y a une relation qui s'installe. Le cadre juridique qui unit les parents d'élèves en tant que tuteurs à l'établissement, c'est une relation juridique, c'est un contrat en vertu de la loi. Et puis, ce sont des établissements qui ouvrent soit à travers une initiative d'une personne physique ou bien une entité morale, très souvent une entité morale. Donc, du coup, on tombe sous l'application stricte de ce qui est prévu par la loi 3108 édictant les mesures de protection du consommateur. Avec tout ce qui va bien entendu, avec les droits y afférents, le droit à l'information, la protection contre les clauses abusives, et puis il y a un élément très important dans la loi qui parle de la protection en cas d'abus de faiblesse ou d'ignorance. Parce que très souvent, les parents d'élèves sont confrontés à une situation de faiblesse. Ils n'ont pas le choix. Lorsqu'on dicte un certain nombre de mesures aux parents, c'est-à-dire vous avez la réinscription se fait, à notre époque, je me rappelais, on se réinscrivait à un mois de la rentrée. Maintenant, c'est à partir du mois de mars, avril. Et attention, il n'y a pas question de revenir sur les conditions, c'est préétabli, les chiffres sont faits. On va revenir sur les pratiques parce que c'est quand même le sujet de l'émission de ce soir et de voir quelles sont les pratiques et de quelle manière elles sont contrôlées, de quelle manière aussi le ministère intervient. Vous trouvez normal, je suis très content d'avoir Maître Younes Hannibal sur le plateau, mais est-ce que vous trouvez normal que la relation de parents d'élèves à une école, un établissement d'enseignement soit purement de nature commerciale? Est-ce qu'elle l'est aujourd'hui? Est-ce que vous, vos parents d'élèves, vous les considérez comme des clients ou comme des parents d'élèves? Comme des parents d'élèves. Comme des parents d'élèves. Ça c'est vous? Parlez-vous ou parlez-vous de Non, je parle du secteur, enfin, peut-être à l'exception de quelques établissements qui sont créés, gérés par des investisseurs qui n'ont pas qui n'ont pas une formation, ils n'ont pas eu connaissance de ce qui se passe dans un établissement scolaire. Qui peut ouvrir une école? Qui peut ouvrir une école? Est-ce que n'importe qui peut ouvrir une école d'enseignement privé? Parce que là, vous êtes en train de me dire s'il n'a pas eu la formation. N'importe qui peut ouvrir une école? Je vais d'abord réagir à cette question de est-ce qu'on peut les considérer comme des clients, comme des parents? Moi, en tout cas, j'aimerais bien qu'on les considère d'abord comme des clients.
au-delà du fait que... Oui, parce que c'est le ministère qui parle. Vous voulez qu'on les considère comme des clients? Ce que je pense, moi, en tout cas, je vous le dis, je vais vous le dire pourquoi, et je le dis aux opérateurs. D'abord parce que vous savez que le client a des exigences, et puis le prestataire de service, la première des choses qu'il observe, c'est de satisfaire ce client et de le satisfaire sur le juste ce qu'il faut, ni plus ni moins. D'abord, cette dimension, elle est importante, parce que quand un parent d'élève envoie son enfant, je le dis, c'est valable aussi bien pour le public que pour le privé. Ça va choquer beaucoup de gens, est-ce que vous êtes en train moi, de vous rendre compte? je voudrais bien que ça choque. Parce que si on prend les besoins, les exigences, ce que cet élève désire, les souhaits de la famille, etc., on est sur la dimension client. Ça n'est pas selon la conception client dans sa dimension de marchandisation de l'éducation, etc., de ce dont on parle. Mais là, je voudrais bien qu'on prenne en considération également la dimension client. Parce que finalement, il y a un service rendu, c'est un service certes public, mais rendu à quelqu'un dont on doit prendre en considération également les attentes et les exigences. Et en l'occurrence ici, c'est le cas de... Est-ce que ça fait bon ménage? Là, je parle au directeur d'école. Est-ce que ça fait bon ménage? Quand j'entends Si Ben Daoud, mais je me dis, mais alors à ce moment-là, si on doit céder aux exigences des clients, si on les considère comme des clients, à ce moment-là, moi, les exigences d'un parent, c'est que mon enfant réussisse. Une prestation. Personnellement, sur le terrain, je les considère comme parents, d'abord. Parce que, après tout, nous sommes au service d'une nation, au service d'une génération que nous formons. Un directeur d'établissement, un enseignant, dans le public comme dans le privé, son souci est de préparer un enfant dès son jeune âge à devenir un homme rentable pour la société. Il est rentable, pour l'établissement dans un premier temps. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas parce que ça dépend des établissements. Il y a des établissements qui cherchent uniquement le profit. Et il y a des établissements, ils sont la majorité, ils constituent la majorité. Et évidemment... la majorité des établissements cherchent le profit? C'est une entreprise commerciale? Non, c'est pas ça. Je dis plutôt, c'est la majorité qui cherche à former, à préparer une génération bien formée, bien préparée à l'avenir, bien préparée à la vie. Bon, alors moi je vais vous lire un tweet quand même, et c'est adressé au ministère. Est-ce normal que les parents, alors certains parents, puisque c'est votre chiffre, payent les pots cassés d'un système éducatif défaillant, et combien de temps cela va durer? Là, ça nous amène à la raison qui fait que de plus en plus de gens ont envie d'aller vers le privé. C'est des assertions qui ne sont pas fondées, et je vais dire pourquoi. Parce que tout à l'heure, j'allais justement toucher un petit mot de cela également. Les parents ont créé un univers virtuel de valeurs où, dans la tête presque de certains parents, il y a, j'allais dire, un cafouillis entre... des fois, on ne fait pas... ils vont être contents, les parents, aujourd'hui. Vous allez vous faire des amis ce soir. Oui, parce que des fois, on mélange un petit peu le nom d'une école avec le nom d'une marque, etc. Et ça n'est pas parce que l'école publique a des problèmes que forcément on met ses enfants dans l'école privée. Il y a d'autres facteurs. Non. Alors, je vais vous dire pourquoi. Sur les élèves qui sont admis dans les grandes écoles, en France, par exemple, l'année dernière et l'année d'avant, etc., il n'y avait que des enfants du public. Il n'y avait même pas d'enfants issus des missions. En chiffres, ça donne combien? En chiffres, je n'ai pas les chiffres, mais ça doit... les sortants, les lauréats des classes préparatoires, c'est toujours la plupart, c'est des enfants du public. Mais on peut pas... Vous ne sembliez pas être d'accord avec le débat. Tout à l'heure, j'ai dit une chose. J'ai dit pourquoi nous espérions atteindre les 20%. Justement pour que... les 20% d'élèves dans le privé. Pour créer l'émulation entre le public et le privé pour générer la qualité tant souhaitée par tout le monde. Parce qu'on ne peut pas comparer 7 millions, ce qui se fait pour les 7 millions, avec ce qui se fait pour les 700 000. D'ailleurs, Cheikh Ftah l'a dit, on va de l'appartement
jusqu'au complexe, etc. Nous ne sommes pas sur un modèle homogène, unique. Alors, on va pas revenir sur les chiffres. Je vais vous poser une question parce que, en vous entendant, j'ai l'impression que tout va bien au niveau du système d'éducation, que les gens ont envie de mettre. Non, mais quand on entend votre discours. Il faut procéder par morcelage. Maître Niba. Pour morcelage, les considérations d'ordre moral. Oui, l'éducation, on a l'intention de former des générations, tout ça, on est parfaitement d'accord. C'est là où réside le rôle de propriétaire d'établissement et parents. Oui, dans cette relation, oui, on parle de formation de génération. Par contre, lorsqu'on parle de liens juridiques, liens comptables, liens commerciaux, c'est là où résident les problèmes. D'ailleurs, le nombre de réclamations que nous recensons au niveau du guichet, des différents guichets consommateurs, ça concerne le traitement qui est réservé. Est-ce que c'est parce que nous formons des générations pour la même? Est-ce que ça justifie le comportement auquel sont soumis des parents? La question, elle est là. Il y a un certain nombre de mesures qui sont prises, on en a parlé tout à l'heure, des mesures abusives. On va y aller. On va aller sur les pratiques commerciales. On va aller sur les pratiques commerciales parce que c'est vrai que c'est important d'y aller. Il y a des pratiques. Quelles sont aujourd'hui, je vais vous poser la question, au niveau où vous recevez des plaintes de consommateurs, au niveau des guichets des associations de protection du consommateur, c'est quoi qui revient le plus souvent? Le plus souvent, c'est les tarifications. Bien sûr, chaque année, il y a une augmentation. Les augmentations, ça pose un gros problème. 1. 2. Les tarifs. Le reportage l'a si bien souligné tout à l'heure, tout ce qui vient en extra, les activités parascolaires. Et surtout, à la rentrée, en parlant d'un cas pratique, la liste des fournitures et puis les conditions dans lesquelles se passe, je dirais, le recueil ou bien la recherche d'un certain nombre de manuels. Je vais vous donner un exemple simple. Vous avez aujourd'hui des écoles qui demandent dans la liste des fournitures des rames de papier. Mais j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que c'est l'enfant qui doit alimenter l'établissement par des rames de papier. Et demain, on va vous demander de payer la facture d'électricité. C'est ce genre de petits détails qui dénote ou bien est-ce qu'il y a une intention, je dirais, d'ordre moral ou bien noble dans la relation entre propriétaires d'établissement et parents. Alors c'est vrai que là, il y a plusieurs choses. Il y a les frais d'inscription, il y a les frais d'assurance, il y a les tarifications extrascolaires. Il y a un élément très important, très important. C'est lié à tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est la sélectivité dans les inscriptions. Je m'explique. Vous avez un parent qui a l'intention d'inscrire son enfant dans un autre établissement. Attention, on va passer un test. Donc déjà, dès le départ, il y a un problème. Cette histoire de test pose un gros problème. D'abord, pour quelle raison? Donc ça veut dire que l'enfant doit avoir un niveau pour pouvoir intégrer l'école. Sinon, quel est le rôle de l'école? S'il a un niveau inférieur. Donc s'il a un niveau bas, n'est-ce pas le rôle de l'école de faire en sorte de l'élever? D'accord, il y a plusieurs choses à laquelle j'aimerais donner la parole à l'enseignement privé, ensuite au ministère. Alors, si Bouzobert, juste par rapport, on va parler des tests, après des pratiques en termes de tarification. Allons-y. Le test, il ne s'agit pas de choisir les meilleurs élèves pour les accepter. Il s'agit d'abord de les évaluer, de voir donc quel niveau on va le placer. Comment, alors, à quel âge on peut évaluer un élève? À tous les niveaux. À tous les niveaux? À tous les niveaux. On peut évaluer un enfant de 3 ans? Non, c'est pour savoir, pour donner une idée à l'enseignant à qui il a affaire. Vous avez affaire à un élève, à un enfant qui est moyen. Vous avez affaire à un élève qui est très bon, excellent. Vous avez affaire à un élève qui est moins bon. Alors, je repose ma question en primaire. Parce que cette affaire de test, il y a deux façons de la voir. Il y a la façon de la voir, comme le dit le maître, chercher à sélectionner les meilleurs. Et il y a sa deuxième façon de voir les choses que je viens de vous dire. Non, c'est pas dans cet esprit. On évalue l'enfant pour savoir comment on va suivre sa scolarité. Alors, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Je vous repose la question. Dans le primaire, comment, sur quelle base évalue, et les écoles privées le font, les écoles type mission le font, évaluent des enfants à l'âge de 3 ans, à l'âge de 4 ans. Comment et sur quelle base? Et est-ce que c'est fait sous le contrôle pédagogique du ministère? Comment on évalue un enfant de 3 ans? Non, enfin, sur quels critères, sur quelle base? Le ministère n'intervient pas. L'évaluation d'un enfant de 3 ans
il se fait par un simple dialogue avec cet enfant. Ce n'est pas... on ne lui demande pas de nous faire une dissertation. C'est un enfant... Mais il y a bien une distinction. Il y a un moment, il faut faire un choix. Mais enfin, un choix Non, de quoi? voilà, Mais en fonction de quoi? Mais je Entre m'explique. qui- Si c'est le cas, si tel était le cas, ces évaluations, pourquoi ne pas les faire après l'inscription? Parce que s'il est question de les mettre dans un environnement qui leur convient, parce que si je comprends votre analyse des choses, ça veut dire qu'on essaie de l'évaluer pour savoir où le mettre. C'est bien ça. Donc, oui. alors pourquoi le faire avant la réinscription? Avant la réinscription, on doit évaluer votre enfant. Donc s'il est question de l'orienter quelque part, donc l'inscrire et puis faire l'évaluation nécessaire. Il y a une autre donne. Il y a une autre donne. C'est que il y a des fois, on est en face d'un enfant qui a un handicap. Ah, c'est autre chose. Oui. On est Alors, vraiment il sur, faut on se est, on est méfier. sur une niche. Hein. Il faut se méfier. Parce que On est sur des cas on ne peut- exceptionnels. Oui, c'est des cas exceptionnels, mais il faut bien les trouver, les dénicher. Comment le faire si ce n'est pas par le test? Pour l'instant, on n'a pas de critères. Hein, Ce n'est pas le test. Moi, je crois que d'abord, et là je remets en question justement l'intervention du maître tout à l'heure, en rapport avec la qualité, puisqu'on opère cet écrémage en amont, est-ce qu'on est en mesure de parler justement de... Parce que moi, je ne voudrais pas qu'on fasse l'apologie de l'enseignement privé et puis de dénigrer à l'envie. Écoutez, je ne lis pas tout, mais je dis, j'ai un tweet là qu'elle a. Les écoles privées sont la seule alternative à la médiocrité de l'enseignement proposé dans les écoles publiques, tout simplement. Et j'en ai plein des comme ça. Nous, au ministère, quand on parle, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Si, il y a des problèmes. Ça a été dit par Sa Majesté, ça figure dans la vision de le rapport stratégique du Conseil. C'est également une priorité du ministère, etc. Mais ça touche aussi bien ce qui se passe dans le public que ce qui se passe dans le privé maintenant. Je vous le dis, nous y réfléchissons maintenant. Nous sommes sur des mesures prioritaires qui concernent aussi bien le public que le privé. Mais là, quand on reçoit, on accepte des enfants sur la base d'un test opéré en amont, moi je ne vois pas comment on pourrait parler de qualité ici. Parce qu'un enseignement public qui scolarise la masse de 7 millions, etc., un enseignement qui... Vous mettriez vos enfants dans le public? Oui, mais enfin, Vous avez vos enfants dans le public? Oui. Vous avez vos enfants dans le public? Sans problème. Vous les mettriez dans le public? Vous les mettriez dans le public, vos enfants? Enfin, mes enfants étaient dans le public. Ils étaient dans le public. Oui. Mais là, Vous les mettriez dans le public? C'est avec c'est vrai, ça, je vous dirais. une bonne volonté C'est vrai, On gouvernementale. va ça, faire une petite pause et on revient juste après.